Vous êtes sur France 24, c'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus. À la une, le sommet de la CEDEAO à Abuja ce dimanche. L'ordre du jour était dominé par les récents coups d'État, la tentative au Bénin la semaine dernière et celui réussi en Guinée-Bissau fin novembre. La correspondance en début de journal. Des joyaux désormais visibles par le plus grand nombre ce dimanche, le gouvernement égyptien a dévoilé 2 statues monumentales du pharaon Amenhotep III à Luxor, l'aboutissement d'un travail de réassemblage long de plus de 2 décennies. Vous verrez dans le reportage dans ce journal. Enfin ce soir, nous allons parler de cuisine, Thieb Mafé Aloko, mais revisité façon Aïssatou Cuisine de son vrai nom Aïssatou Mbaye, blogueuse culinaire, autrice du livre Ma cuisine d'Afrique, prix du meilleur livre de cuisine africaine au monde en 2025. Elle est notre invitée, une interview pleine de saveurs en fin de journal, ne manquez pas ça. Et on ouvre ce journal avec ce sommet extraordinaire de la CEDEAO ce dimanche à Abuja. Hasard du calendrier, ce sommet se tient une semaine après la tentative de coup d'État au Bénin et moins d'un mois après celui de Guinée-Bissau. La Guinée-Bissau menacée par de sanctions ciblées. On écoute le président sierra-léonais Julius Maada Bio, président en exercice de la CEDEAO. Je condamne fermement le changement de gouvernement anticonstitutionnel en Guinée-Bissau et la tentative de subversion de l'ordre constitutionnel au Bénin. Je salue la mobilisation rapide des troupes et des moyens aériens de la CEDEAO, le Nigeria prenant l'initiative de préserver l'ordre constitutionnel au Bénin. La sécurité n'est pas seulement une obligation militaire, c'est un impératif humain essentiel à la protection des familles, des moyens de subsistance et de la dignité de nos citoyens. Et on écoute maintenant notre correspondant à Abuja, Moïse Gomis, qui nous fait un compte-rendu de ce sommet. Les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO rejettent donc le programme de transition proposé par la junte militaire de Bissau. Ils réclament toujours le retour immédiat à l'ordre constitutionnel et ils demandent la mise en place d'une transition courte et inclusive, rassemblant et représentant le plus largement possible les forces politiques bissau-guinéennes. Les dirigeants ouest-africains ne prononcent pas dans l'immédiat de sanctions. En revanche, des sanctions pourraient cibler toute personne empêchant la mise en place des mesures préconisées par la CEDEAO. Une nouvelle mission de haut niveau devrait d'ailleurs s'envoler les prochains jours pour rencontrer les dirigeants de la junte à Bissau. Et les chefs d'État de la CEDEAO sont revenus aussi sur la tentative de putsch avortée au Bénin. Pour eux, l'intervention de la force d'attente à Cotonou est un signal fort envoyé. Leur message est désormais qu'aucun coup d'État ne sera toléré dans une région ouest-africaine souffrant déjà d'insécurité. Enfin, les chefs d'État de la CEDEAO ont validé le Sénégal pour la présidence de la Commission. Le président Diomaye Faye suggérera donc prochainement le nom du successeur de Oumar Aliou Touré, l'actuel président de la Commission. En Guinée, le Premier ministre Amadou Ouriba, directeur de campagne de Mamadi Doumbouya, s'est exprimé sur les appels au boycott lancés par des opposants qui estiment que le scrutin présidentiel du 28 décembre ne serait qu'une mascarade électorale. On l'écoute au micro de notre correspondant à Conakry, Malik Diakité. Les enjeux de cette élection, c'est d'abord nous permettre de sortir d'une période de transition. Donc la première des choses, c'est couronner le processus de la transition par une sortie par le haut qui permettra à la Guinée de tourner une page de son histoire en tirant toutes les leçons. La majorité écrasante avec laquelle le peuple guinéen a adopté la Constitution le 21 septembre dernier est une réponse assez éloquente pour leur permettre de comprendre que c'est eux qui sont à côté de la plaque. Plus de 2 décennies de rénovation pour refaire une beauté à 2 colossales statues millénaires. L'Égypte a dévoilé dimanche les 2 édifices d'Amenhotep III qui a régné sur l'Égypte antique, il y a environ 3400 ans. Une nouvelle attraction pour la ville de Luxor, ville connue pour ses temples antiques et autres antiquités, mais surtout pour attirer toujours plus de touristes. Le récit de Nicolas Chamontin. Des sculptures en albâtre de 14 mètres de haut sur la rive ouest du Nil. À Luxor, le pharaon Amenhotep III accueille de nouveau le visiteur à l'entrée de son temple funéraire.
Ces deux statues, connues sous le nom de colosses de même nom, viennent d'être restaurées. Ils ont dû travailler pendant plus de 19 ans pour tout reconstituer et recueillir les morceaux. Ce dimanche, nous célébrons l'achèvement de ce travail. Amenhotep III a régné au XIVe siècle avant Jésus-Christ, une période de grande prospérité pendant laquelle les pharaons avaient l'habitude d'ériger des temples à leur gloire. Mais 150 ans plus tard, un séisme a endommagé les colosses et certains de leurs morceaux ont été dispersés, jusqu'à ce qu'une équipe d'archéologues allemands et égyptiens s'attelle à leur reconstruction. J'espère que nous avons réussi. Pas seulement notre projet, mais aussi notre rêve, celui de sauver les derniers vestiges d'un ancien temple prestigieux. C'était le plus grand de toute l'Égypte. Cette inauguration s'inscrit aussi dans la politique culturelle d'Abdel Fattah al-Sisi. Le 1er novembre, le président avait ouvert le Grand Musée égyptien de Gizeh, une promotion du patrimoine historique qui vise notamment à attirer 30 millions de touristes à l'horizon 2032, contre 16 millions en 2024. Ce soir, nous recevons une entrepreneuse autrice sénégalaise qui a fait de la valorisation des cuisines d'Afrique son cheval de bataille. Elle a lancé son blog Ice2 Cuisine qui cumule 80 000 visiteurs par mois et qui est suivi par plus de 400 000 personnes sur les réseaux sociaux. Aïssatou Mbaye, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation sur France 24. On regarde d'abord un extrait d'une vidéo, les bases du Thieboudienne que vous avez publiée et on revient tout de suite. On va voir ensemble les bases pour apprendre le Thieboudienne. On y va. C'est rapide, mais en tout cas, ça donne envie. Hein. Alors, votre livre « Ma cuisine d'Afrique que je tiens » a été récompensé au Gourmand World Cookbook Award pour le prix du meilleur livre de cuisine africaine au monde en 2025. Donc vous commencez à être une habituée des prix parce que 2 de vos autres livres ont été récompensés. Qu'est-ce que ça signifie pour vous que votre travail est récompensé ? Pour moi, c'est une fierté, c'est une consécration. Je pense notamment à la petite fille que j'ai été qui rêvait d'être écrivaine. Donc pour moi, c'est une fierté, mais notamment aussi parce que aujourd'hui, c'est pas juste mon travail qui est reconnu, c'est la place des cuisines africaines et surtout la cuisine de nos mamans, de nos grands-mères, parce que c'est de ça dont il s'agit dans ces livres. Et d'ailleurs, vous parlez, c'est une part de votre enfance. Tout a commencé, vous dites, dans une chambre d'étudiante. Oui, tout à fait. Alors moi, je suis arrivée en France pour mes études supérieures, donc de prépa. Et dans ma chambre d'étudiant, je pense qu'on a tous fait, c'est la cuisine qui un peu peut nous rapprocher de notre pays. Donc j'ai commencé à cuisiner pour retrouver le goût du Sénégal, les plats de ma maman. Et donc de fil en aiguille, j'ai commencé à partager ces recettes-là et à créer mon blog Ice2 Cuisine. Donc c'est parti de cette chambre d'étudiante où je partageais ces plats. Et Ice2 Cuisine aujourd'hui, c'est tout autre chose. C'est des livres, c'est tout ce que vous voyez. Voilà. Et justement, on voit vos recettes sur l'écran derrière vous. Comment vous choisissez vos recettes ? Combien de temps vous mettez pour produire une vidéo ? Combien de vidéos vous postez par mois ? Racontez-nous votre travail au quotidien. Alors, les recettes, pour moi, en fait, une recette ou même un travail de contenu, c'est pour répondre à une problématique. Les recettes que je développe, c'est surtout pour montrer quelque chose. Par exemple, ce que je veux montrer, c'est que les cuisines africaines ne sont pas si hermétiques qu'on pense, notamment la cuisine sénégalaise. Donc, moi, j'ai grandi avec la cuisine sénégalaise, la cuisine de ma maman. Et je trouve que dès qu'on parle des cuisines africaines, on pense que c'est trop compliqué, on ne va pas réussir, etc. Alors qu'il suffit juste d'un peu de pédagogie pour que n'importe qui puisse réussir. Donc, ce que j'essaie, c'est de déconstruire cette idée que c'est fermé, c'est difficile. Donc, généralement, par exemple, j'écoute les questions qui reviennent le plus souvent. Par exemple, comment réussir un bon chef, comment ne pas rater ça, etc. Et chaque vidéo est là pour répondre à ces questions. Par exemple, moi, j'aime cuisiner, j'aime manger, mais j'aime pas mettre du temps pour cuisiner. Je suis quelqu'un de très pressé. Quelle recette me conseillez-vous, qui est dans votre livre ou pas, pour que je mange un bon plat africain et rapide à cuisiner?
Un plat africain rapide à cuisiner, je dirais déjà le kaldou. C'est un plat du sud du Sénégal, la Casamance. Mais il y a toujours moyen, moi je suis pas, et je trouve qu'il y a toujours moyen de déjouer le temps. Même un tchiboudion, on peut faire un tchiboudion express. Le temps, c'est pas le problème. Dès qu'on comprend comment réussir et dès qu'on comprend les procédures, on peut toujours faire un tchèp rapide. Par exemple, en utilisant de l'eau chaude pour le bouillon, en faisant un rissolet un peu plus rapide, etc. Il y a toujours moyen. Donc, on peut toujours faire un plat rapide, même des plats longs, des plats traditionnels. Et vous avez appris à cuisiner avec votre mère, vous dites? Oui, tout à fait, avec ma mère. Ma mère, c'est une passionnée de cuisine et donc elle a 4 filles. On est 4 filles et au Sénégal, on sait qu'on a 4 filles. C'est vraiment, voilà, les filles en cuisine et on a vraiment cuisiné avec elle pendant notre enfance. Donc, c'est elle qui m'a transmis sa passion et aussi sa créativité. Est-ce que parler de cuisine africaine, d'ailleurs votre livre que je tiens s'appelle Ma cuisine d'Afrique, est-ce que parler de cuisine africaine n'est pas réducteur étant donné la diversité des pays, la diversité de la cuisine en Afrique? Est-ce qu'un plat sénégalais est similaire à un plat somalien par exemple? Tout à fait, c'est une très bonne question. Justement, ce livre-là n'a pas vocation d'englober toute la cuisine, toutes les cuisines, parce qu'on appelle une cuisine d'Afrique. C'est pour ça que ça s'appelle Ma cuisine d'Afrique et non pas la cuisine d'Afrique. C'est vraiment la cuisine avec laquelle j'ai grandi. Je n'ai pas prétention de dire que ce livre est une sorte d'encyclopédie sur les cuisines africaines, non. Je raconte un peu mon expérience et la cuisine de ma maman, la cuisine avec laquelle j'ai grandi, la cuisine qui prend ses sources au Sénégal, mais aussi qui s'inspire de l'Afrique de l'Ouest, notamment sur des plats qu'on peut partager ensemble. Et même au-delà des plats, on parle aussi des ingrédients, parce souvent quand on parle de cuisine, on pense aux plats, mais il y a aussi des ingrédients qui sont partagés de part et d'autre d'Afrique. Si on prend par exemple le mil, on le mange en Afrique de l'Ouest, au Sahel, etc. Et il y a même des plats qu'on peut partager comme le mafé, sauce arrachée ou tegedagena dans certains pays. La plupart des plats, c'est voilà, pour les partager, j'imagine. C'est ça. Et donc, parler de cuisine, je suis d'accord. J'aurais pu dire cuisine sénégalaise et d'autres pays d'Afrique, mais voilà. Et vous dites, la cuisine, c'est ma façon de raconter le monde. Qu'est-ce que vous voulez entendre par là? Oui, la cuisine, pour moi, souvent on dit dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Je suis tout à fait d'accord. Pour moi, la cuisine reflète vraiment notre identité. Je pense qu'on a tous pensé, par exemple, dès que je dis un plat, on pense souvent à un plat de notre enfance. La cuisine est souvent reliée à notre identité. Souvent, ce qu'on mange, lorsqu'on le regarde, ça peut dire beaucoup sur notre histoire. On regarde même l'histoire du tchéboudion. Les plats aussi qu'on mange au Sénégal vont avoir un lien avec l'histoire du pays. Donc, pour moi, raconter une histoire, un monde, un pays, ça passe par ce qu'on mange, par la cuisine. Et pour finir très rapidement, vous avez également fondé Kéliba Café à Dakar. Parlez-nous-en. Alors, Kéliba Café, c'est un café-restaurant qui travaille les produits locaux, donc les produits issus de l'agriculture. Aujourd'hui, on est sur une carte à 98% local, mais notre objectif vraiment, c'est d'aller dans du 100% local, de ne pas aller sur de l'importation et de montrer qu'on peut travailler toute une carte en utilisant que les ressources issues au Sénégal, du 100% local. Merci beaucoup Aïssatou Mbaye, merci d'être venu sur France 24 pour nous présenter votre livre Ma cuisine d'Afrique. Donc je vais le feuilleter, je vais essayer quelques recettes. Je ne vous garantis pas que je vais réussir, mais je vais essayer. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Plaisir. Et on vous souhaite peut-être à l'avenir un restaurant, pourquoi pas en France. On serait ravis d'y venir. Merci beaucoup. Et c'est la fin de notre édition. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous sur France 24 car l'information continue.